Salut les historiens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler noblesse, chevalerie et liens féodo-vassaliques. Comment devient-on chevalier? Pour être chevalier, il faut être noble, appartenir à la noblesse. La noblesse, c'est une vertu qui revendique les singularités d'un groupe, un groupe de gens faits pour diriger et qui sont au service de la politique et d'un prince. Ensuite, la noblesse, il faut montrer qu'on est noble. Avec le sang du père, on hérite de certaines qualités. Pour être chevalier, il faut suivre un cursus, le cursus honorum. Chez les Romains, c'est le cursus des gens honorables. Après tout ça, on va hériter de la nobilis. La nobilis, c'est quand on est quelqu'un de connu, quelqu'un d'illustre. Pour faire ce parcours, et on commence à l'âge de 7 ans. À 7 ans, on quitte la maison, on se rallie à un chevalier ou à un autre seigneur avec d'autres enfants. On y apprend à monter un cheval, à le soigner, à le maîtriser, à charger sur une cible et l'art des armes. Vers 12-13 ans, on va apprendre les techniques de défense jusqu'à 20-25 ans. À 20-25 ans, on peut prétendre à la cérémonie de l'adoubement. C'est la cérémonie qui va dire qu'on est officiellement chevalier. Pendant cette cérémonie, on va avoir la collée. C'est un petit coup d'épée sur l'épaule ou sur le cou qui va dire « c'est bon, tu es chevalier ». Les symboles chrétiens ne sont pas nécessaires à la chevalerie. On passe une nuit à prier et si possible on peut bénir l'épée, mais c'est pas nécessaire. Le chevalier a besoin d'un équipement complet. Il se compose d'un aubergeon, d'un haubert, d'un brogne, d'un aume, d'une épée à double lame et d'une lance. À partir du XIVe siècle, on retrouve aussi la cotte de maille en fer. Il a également besoin d'un cheval puissant et dressé pour la guerre. Tout cet équipement est lourd, environ 15 kg, et coûte très cher, environ 8 à 10 ans du salaire d'un ouvrier. Les chevaliers ont un code. On ne combat pas le dimanche car c'est le jour du Seigneur, donc on ne travaille pas et on ne combat pas. Mais on n'attaque pas non plus ceux qui ne pourront pas se défendre. Mais et les tournois? Oui, on parle de chevaliers, donc on va parler de tournois. Les tournois, c'est quoi? C'est des petits événements ou de grands événements qui visent à se faire connaître dans le monde de la chevalerie. On peut prendre l'exemple de Guillaume le Maréchal au XIIe siècle qui était un petit chevalier et qui allait de tournoi en tournoi, qui grâce à ces tournois s'est constitué une fortune et a pu faire un beau mariage. Il saisissait les chevaux de ses adversaires. Et oui, rappelons-nous, un cheval de guerre, un cheval pour les chevaliers, ça coûte cher. L'Église, elle n'est pas ravie de ces agissements, de ces bagarres entre chevaliers. Parce qu'il y a des guerres tout autour du royaume, il y a des guerres dans le royaume. Donc bon, se taper dessus pour le fun, c'est peut-être pas la meilleure solution, ni la meilleure option pour l'instant. Donc elle va essayer d'interdire les tournois. Mais ça n'a aucun effet puisque les chevaliers continuent à organiser des tournois. Donc Saint-Louis, plus connu sous le nom de Louis IX, roi de France de 1226 à 1270, a essayé de les interdire lui aussi, et les a interdits dans le royaume de France. Mais là encore, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, parce que les chevaliers, au lieu de faire leur tournoi dans le royaume de France, ils les ont fait tout autour. Donc, on continue à se taper dessus pour le fun. Comment vivent les nobles? On a l'image de nobles qui vivent dans des châteaux. Mais le château est en hausse à partir du XIVe siècle seulement. Le chevalier est un seigneur châtelain, c'est-à-dire qu'il peut posséder une tour ou un donjon. En Angleterre, Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre de 1066 à 1087, possède seulement 2 châteaux en 1066. En 1086, il en possède 80. Il en a fait construire des châteaux. Rappelons-nous que Guillaume le Conquérant est celui qui a inventé le Domesday Book pour recenser la population, qui s'est fini en 1086 en Angleterre. En France, cependant, ce n'est pas la même histoire. On n'a pas de château systématiquement. C'est des structures en bois sur des bottes qui font 10 mètres de haut
avec un fossé tout autour. Cependant, au XIIe siècle, la pierre va devenir la règle pour les châteaux, donjons et tours. Philippe Auguste, roi de France de 1065 à 1223, a un donjon avec son propre système de défense qui est situé dans la haute cour. Son donjon à Loches est dans la basse cour, avec les villageois. La basse cour est une place défensive. Mais les nobles combattent. Ils combattent à cheval et ils commandent. Par exemple, en 1214, Philippe Auguste gagne une bataille grâce à une centaine de cavaliers lancés à vive allure contre les lignes adverses. Qu'en est-il des liens féodaux-vassaliques? Les liens féodaux-vassaliques, c'est un nom un peu barbare mais qui désigne quelque chose de très simple. C'est un lien entre un seigneur et un sujet qu'on va appeler vassal. C'est une relation réciproque mais qui n'est pas très égale. Ils se doivent aide et conseil. L'aide vient plutôt du seigneur pour son vassal en lui donnant de l'argent pour qu'il puisse réaliser baptême, mariage, départ en croisade ou pèlerinage. Le conseil vient plutôt du vassal pour le seigneur. Il va l'assister dans la justice et le soutenir contre une protection. On lui donne un fief à ce vassal, qui est généralement une terre, une taxe, un péage, une tour, un château. Mais le fief peut être repris par le seigneur. Pour officialiser ce lien féodaux-vassalique, on a recours à une cérémonie de fidélité, avec un engagement verbal. Lors de cette cérémonie, on a l'immixtio manum, c'est-à-dire le main à main. Le seigneur et le vassal se touchent. Le seigneur va donner quelque chose en rapport avec la terre à son vassal, et pour sceller ce lien, ils vont se faire un bisou. Pour finir, tout le monde est rattaché à un seigneur, mais il reste encore quelques halleux. Les halleux, c'est des terres d'hommes libres, et le roi veut s'en débarrasser. À chaque fois qu'il y a un nouveau roi ou un nouveau prince, on rend un nouvel hommage, on prête à nouveau serment de fidélité. On peut revendiquer le fief si le vassal est un félon, c'est-à-dire si c'est un voyou. Les grands vassaux ont aussi des vassaux. Donc, ce qui nous donne des arrière-vassaux. On a un seigneur, un vassal et des arrière-vassaux. Et le roi veut l'autorité sur ses arrière-vassaux également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à laisser un like. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut les historiens!